Lundi 8 novembre de l'an 2021, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le chef de l'État Patrice Talon est à Paris, en France, depuis hier dimanche 7 novembre 2021 pour la signature de l'acte de restitution de trésors royaux. Les détails dans ce journal. À travers le projet Arche, le gouvernement béninois veut rendre obligatoire l'assurance maladie pour toute la population béninoise. Cette décision prendra effet dès janvier 2022. Vous suivrez dans cette édition les impressions de quelques citoyens à ce sujet. Les écureuils du Bénin ont entamé cet après-midi au stade général Mathieu Kérékou la préparation de la réception des Baréas du Madagascar dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Le chef de l'État Patrice Talon est à Paris, en France, depuis hier, dimanche 7 novembre 2021, pour la signature de l'acte de restitution de trésors royaux. Il se rendra à l'Élysée mardi 9 novembre pour la signature de l'acte de transfert de propriété. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération seront présents à la cérémonie de signature de l'acte de restitution des biens. Le retour des 26 œuvres au Bercail est prévu pour ce mercredi 10 novembre 2021 à 16h. Les œuvres seront gardées au Palais de la Marina pendant environ 2 mois. Les trésors royaux seront exposés au public avant le transfert au musée de Ouidah en attendant la fin des travaux de construction du musée d'Abomey. Toujours dans le cadre de la restitution de 26 des 3000 œuvres volées par les colons, cette éventualité crée de grandes joies au sein des populations et plus encore dans les rangs des descendants du royaume d'Abomey. Dominique Zinkbe, un plasticien de renommée internationale et promoteur du petit musée des Ricardes, exprime sa joie et sa fierté à la veille du retour des premières œuvres. Propos recueillis par Carles Kitome. Je pense qu'on pourrait s'en réjouir et complètement avec grand bonheur parce qu'il y a longtemps qu'on a eu cette envie et que ça nous manquait si tant. Heureusement, ça se réalise et que les œuvres de nos ancêtres vont nous revenir pour retrouver encore leur place habituelle. Victoire d'abord parce que le pont est ouvert, on n'a pas fait fine bouche et on est très heureux
que nos gouvernants ont réussi ce travail noble pour amener quelques objets qui appartenaient à nos rois, notamment le royaume de Dahomey. Maintenant, c'est dans la même joie, nous sommes dans l'effervescence d'abord d'accueillir les œuvres ici au Bénin, et ça ouvre la porte et le pont d'espérer et aspirer et en voir d'autres œuvres. Vous savez que le musée d'Abomey est classé patrimoine de l'UNESCO. Mais malheureusement, le musée n'est pas rempli. C'est exagéré de dire c'est à peu près vide. Mais ces objets-là vont donner encore plus de valeur, non seulement aux Béninois, aux fils du roi, et également aux touristes. Parce que le musée, c'est des beaux bâtiments, mais le contenu, mais ça y est, ça commence par avoir un peu plus de noblesse, d'avoir des œuvres importantes. Donc, c'est un engouement touristique important. On va célébrer la venue de ces œuvres-là. Et peu à peu, d'autres viendront encore. Mais la même mise maintenant, c'est en partage. Parce que le temps que ces œuvres sont restées en Europe, notamment au musée Cré-Branly, c'était triste que pour voir les œuvres de nos aïeuls, il faut qu'on paye un peu pour les visiter. Et aujourd'hui, c'est chose possible de les voir d'abord à Cotonou, après Porto-Novo, et comment on dit, Ouida, et sûrement Abomey pour la destination finale. Donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Dominique Zinkpe est heureux, mais il salue le travail de ceux qui ont conservé ses œuvres pendant des décennies et invite les Béninois à se doter de compétences pour continuer à entretenir ces joyaux patrimoniaux. Je pense que, en parlant de l'accusation, ce qui est fait est déjà fait. Qu'on accuse ou non, c'est déjà une réalité. C'est à nous, si un profit à tirer, d'en tirer profit. Une des rares choses qu'on pourrait dire, c'est que la langue que nous avons en partage, donc le français par rapport à notre colonie du Bénin, la langue française, qui nous permet de réfléchir en langue française, en dehors de nos langues maternelles. Mais il y a eu beaucoup d'abus. Ça, c'est un peu à moi de le dire, c'est remarquable, et tout le monde le sait. Et à l'aide d'aujourd'hui, quand on parle de l'esclavage, quand on parle des œuvres qui ont été spoliées, qui ont été volées, soit par les missionnaires ou détournées pendant la guerre, etc., nous ne pouvons pas toujours ruminer nos douleurs. Au contraire, notre génération, maintenant notre intelligence nous permet d'évoluer de tout passé. On reconnaît juste les torts et qu'on en fait quelque chose de bien et de beau pour nos futurs. Et pour nos futurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, à mon avis, on ne peut pas rester à pleurnicher, à dire on nous a fait ceci et cela. C'est à nous plutôt d'en tirer profit d'une manière intelligente. Si on a la responsabilité, en fait, et partager, je vais dire, pour de notre côté, à 30%, pour l'autre côté de la colonie, à 70%, parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de troc, s'il n'y a pas quelqu'un en face, tout le monde le sait. Quelque part aussi, je ne pourrais pas accuser mes aïeuls, ni rien, mais dans des commerces, dans des échanges, on a eu notre responsabilité également. Et ceux qui s'estimaient malins ont réussi à nous gruger un temps soit peu. Heureusement, le monde évolue et les choses se corrigent peu à peu. Mais je pense que les travaux de guerre, c'est standard dans le monde entier. Il a juste servi son peuple, à mon avis, et en retour, il a ramené des trophées de guerre. Mais son intelligence que je lui trouve, c'est d'avoir versé ce patrimoine pour sa nation, la France. C'est d'ailleurs ça qui a permis
la conservation, à mon avis, si je me trompe parce que je ne suis pas historien d'art, mais qui a permis de conserver des œuvres. Et je dis, même si ça a mis du temps, je remercie ceux qui ont gardé ces bébés-là, ces joyaux, mais c'est gardé si longtemps, et que maintenant, peu à peu, réussit maintenant à nous les concéder. À travers le projet Arche, le gouvernement veut rendre obligatoire l'assurance maladie pour toute la population béninoise. Selon le directeur général de l'Agence nationale de protection sociale et coordonnateur du projet Arche, Venant Célestin Quenom, cette décision prendra effet dès janvier 2022, date du démarrage de la phase pilote du volet assurance de ce projet. Le dit projet vise à venir en aide aux personnes en situation difficile retenues dans les centres de santé pour non-paiement de leurs factures de soins. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE TV s'est rapprochée de quelques citoyens dans la matinée de ce lundi 8 novembre 2021 afin de recueillir leurs impressions sur le sujet. Ils s'expriment au micro de Atifa Olafa, Nassirine Fatoumbi et Anaël Dou. Je crois que c'est une très belle initiative de notre actuel gouvernement. Et une très belle initiative en ce sens que vous n'êtes pas sans savoir que le taux de pauvreté en Afrique, plus précisément l'Afrique de l'Ouest et en particulier au Bénin, est très élevé. Une très belle initiative que le gouvernement a enclenchée. Moi je suis bien béninois, mais je ne vis pas au Bénin. Je sais qu'avoir une assurance aujourd'hui doit être quelque chose de primordial pour tout citoyen qui aimerait avoir une vie un peu plus tranquille. C'est un bon projet qu'a initié le gouvernement. Seulement, c'est la faisabilité. Par quels moyens, par quelle alchimie ils veulent réussir ça. Est-ce qu'ils ont posé toutes les bases pour améliorer ce projet? Je pense que ce projet est le bienvenu. Parce que l'État a besoin toujours de sa population pour renforcer toujours son économie. Si la population n'est pas en bonne santé, lui-même ne peut pas trouver de l'argent. Je pense que c'est très bien et que le gouvernement fait bien de penser aux couches les plus vulnérables de notre pays. Nous prenons ça comme un programme qui pourra sortir les plus démunis de la précarité. C'est une décision qui n'est pas mal. C'est très bon si l'État peut agir de tel et il peut assumer sa responsabilité en qualité de soins corrects. Ce n'est pas pour nous donner seulement des Nivaquine, nous donner seulement des paracétamol. Puisque nous sommes dans un pays où il y a le taux de chômage ou bien le sous-développement qu'on appelle, et le taux de chômage est un peu élevé, tellement élevé que les gens n'arrivent plus même à joindre les deux bouts. Jusqu'à ce que lorsqu'ils tombent malades, c'est encore difficile. C'est ce que vous voyez. Donc c'est un projet qui serait la bienvenue si ça peut se réaliser comme le gouvernement l'a qu'on appelle annoncé. Ce serait très bon même. Moi personnellement, j'ai hâte que cela s'étend dans toutes les régions du pays. Parce qu'au début, en entendre parler de ça, il y a eu des régions ciblées ou bien des communes ciblées pour la phase expérimentale. Je ne sais pas si c'est déjà généralisé. C'est depuis 2019, 2 ans. Est-ce que la pauvreté a régressé au Bénin pour qu'on vienne parler d'assurance maladie aujourd'hui? Je me demande, est-ce que toute la population, bien toute la couche béninoise peut avoir accès à cette subvention? Maintenant, je prends par exemple un cultivateur qui est dans son champ au village. Est-ce qu'il peut avoir accès à la subvention? Donc c'est là un peu le problème que moi je me pose. Sinon, c'est une très bonne initiative. Je loue ça bien. Je ne connais pas tout le contour qu'il y a derrière cette assurance maladie-là. Et nous savons aussi l'état de nos hôpitaux aujourd'hui. Et nous savons aussi les agents de santé que nous avons aujourd'hui. Tant qu'on dit que c'est gratuit, vous allez voir les jeunes dames en train de tailler les ongles là-bas pour
pour dire que c'est gratuit et négliger les gens. Le personnel soignant, est-ce que c'est mis au point avant qu'on nous demande, on nous parle d'assurance maladie pour soutirer de l'argent des poches des pauvres populations? Je vis de ce que je gagne par jour. Et si on va m'obliger à m'assurer, et je ne sais pas comment, en tout cas ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Sinon, moi je ne maîtrise rien et je sais qu'on ne peut pas m'obliger à m'assurer. Si je veux, je peux m'assurer. Les gens accidentés là, comment on les traite? 1 an après, 2 ans après, où on va t'appeler, on va te donner 100 000, 200 000. Vous voyez, non? Maintenant, s'il s'agit de la maladie, où l'État peut dire, ok, je mets une somme, je subventionne les hôpitaux pour aider la population à s'en sortir. Bon, parce qu'il y a des cas graves, il y a des démunis, il y a des gens dans les hôpitaux qui n'ont rien. Même des gens qui vont accoucher, qui n'ont même pas l'argent pour sortir. Il y en a à l'Omel, il y en a au CRHU. Des accidentés sont là où ils n'ont pas de l'argent pour sortir. Donc l'État peut mettre des subventions là pour aider ces hôpitaux à aider ceux-là à s'en sortir. Où on voit même, c'est des médecins qui contribuent pour acheter des médicaments aux malades. Si on veut nous faire payer, que le coût soit abordable. Ou bien, bon, si l'État veut qu'il supporte entièrement, quelle que soit la maladie que la personne souffre. Puisqu'il y a des maladies qui a besoin de frais, qui a besoin de choses là, d'injecter beaucoup d'argent. Est-ce que l'État peut supporter tout ça là? Bon, si l'État est garant à supporter toutes ces choses-là, nous on ne refuse pas. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que la santé y est. Donc si cela peut marcher, là ce serait quelque chose de très 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 bon et on va féliciter aussi l'État. Mais on va encore obliger les gens à le faire, c'est encore une équation à résoudre. Et en tout cas, c'est une bonne initiative quand même. Mais si le gouvernement pouvait aussi aider, puisque en toute chose là, c'est le gouvernement qui devait aider les citoyens et qu'on appelle à se soigner mieux. Puisque dans les hôpitaux, les maladies, il y a des maladies qui sont vraiment, leur traitement nécessite assez de moyens. Et si le gouvernement peut aussi subventionner ça là, tout au moins subventionner, puisqu'il ne s'agira pas d'adhérer nécessairement à ce projet pour pouvoir bénéficier de ces genres de maladies, puisque des maladies comme le cancer, des maladies comme qu'on appelle les gens qui sont à la dialyse, tout ça là, c'est des maladies qui ont besoin nécessairement beaucoup de moyens qu'il faut nécessairement penser, le gouvernement doit nécessairement penser à ça, soulager la population par rapport à ça. C'est aussi bon ou bien. Comment, en tout cas, dans quelle mesure il pourrait aussi aider la population pour qu'un soulagement soit un peu souhaitable, c'est bon. Ils savent qu'au moins 70% ou 80% de la population est pauvre. Je prends les quartiers périphériques à Papa Dodomé, Djidje, Hindé, Ladji, Zobo. Et ces quartiers-là, c'est des quartiers où résident plus les pauvres. Et maintenant, je ne vais pas citer d'autres quartiers, Fifadi et consorts, ils peuvent déjà aller dans ces quartiers-là et voir, parce que je sais que jusqu'à l'heure-là, il y a beaucoup de la population qui n'ont pas encore même fait qui n'ont pas encore la carte biométrique. Ils peuvent toujours relancer la carte biométrique, leur expliquer à fond ce qu'il y a et correctement. Maintenant, sensibiliser aussi les agents de santé, parce que j'insiste sur ça, sensibiliser les agents de santé pour que quand les gens arrivent, qu'ils ne disent pas que comme c'est gratuit, là, vous venez ici, c'est gratuit, là, vous commencez pas à arriver ici. L'État doit régler ces problèmes-là avant de nous imposer ça. S'il ne règle pas ça là, moi je ne suis pas d'accord pour nous obliger à nous assurer. Pour quelle raison? Moi je ne tombe même pas malade. Pour la mise en œuvre de ce projet, je souhaite que le gouvernement, comme prévu, fasse vraiment une subvention qui doit toucher tout le monde, tout Béninois, et qu'il arrive à désengorger beaucoup des hôpitaux dans tout le pays. Parce qu'il y a des régions où pour aller à l'hôpital, il faut faire des kilomètres. Vous voyez, quand quelqu'un déjà est malade, il sait qu'il est déjà assuré, mais il va marcher sur des kilomètres avant d'aller aux soins. Ça peut déjà décourager les gens. Ils doivent revoir et savoir dans quel contexte, vraiment, voir tous les contours. Parce qu'on se connaît en tant que Béninois, tant qu'on dit que c'est gratuit,
les agents qui travaillent là vont toujours vouloir passer par des moyens pour prendre de l'argent chez les usagers du centre de santé et les gruger d'une manière ou d'une autre. Il faut que la couverture soit réellement nationale. Voilà, si je prends mon cas, je ne l'ai pas encore et je ne sais pas à qui s'adresser pour l'avoir. Je ne sais pas si les agents recenseurs ou enquêteurs qui ont été commis à la tâche ont été déployés partout dans le pays ou bien seulement que dans les zones ciblées pour le démarrage du projet, je ne sais pas. Donc je souhaite vivement que cela couvre tout le monde et que moi-même personnellement j'obtienne ma carte d'assurance maladie. Au Bénin, le paysage politique national est marqué ces derniers jours par la démission cyclique des membres des différents partis politiques. Reçu sur l'émission L'invité du dimanche 7 novembre 2021, écoulé, Maître Abraham Zizidoroué, juriste de formation et membre du présidium du parti Union progressiste, commente ces démissions tous azimuts au sein de ces différents partis politiques. On l'écoute. L'élan de la réforme, est-ce qu'il faut aller dans le sens de cet acteur dont je parlais tantôt et qui trouvait que malgré les efforts qui ont été faits par le régime actuel, le président Talon et les équipes qui le suivent, de 200 partis politiques, malgré donc ces réformes, on en est encore à une quinzaine, à une vingtaine. Et se posait cette question si ce n'est pas un échec. Non. Vous savez, on est parti du multipartisme intégral. On est sorti de la conférence nationale avec l'idée du multipartisme intégral. Il faut laisser les gens librement se constituer parce que le peuple a été sevré durant les 17 ans du régime marxiste-léniniste à des associations uniques, partis uniques, syndicats uniques, associations de jeunes. Donc, le besoin de sortir de ce confinement politique s'est fait sentir à la conférence nationale et le multipartisme intégral, la liberté, laisser les gens. Et cette expérience, on l'a faite durant un quart de siècle, 25 ans environ, de 99, après la conférence de 90 jusqu'à 2019, 25 ans à peu près, on a vu les effets néfastes de cette réforme, cette multiplication, cet émiettement de la classe politique où chacun jouait pour soi, chacun tirait le drap à son profit, chacun marchandait des comités, des clubs électoraux par rapport au président de la République. On a vu tous les méfaits de ce multipartisme intégral vis-à-vis de la gouvernance politique et économique. C'est un constat. Oui, un constat. Mais avant de vous laisser poursuivre dans votre argumentaire, ce que vous dites, c'est quand même la palissade. On sait que c'était ça le diagnostic. Mais est-ce que la réforme qui a été effectuée est conforme à la Constitution avec le multipartisme intégral qui est consacré dans la Constitution? C'est la conférence qui a consacré le multipartisme intégral. Est-ce que nous sommes toujours avec la réforme dans la Constitution, dans le multipartisme intégral? Dans la Constitution, vous parlera de se constituer librement. Le terme multipartisme intégral ne se trouve pas dans le texte de la Constitution. Mais c'est une idée force de la conférence nationale et cette idée force s'est traduite dans la Constitution par la liberté de s'organiser et à renvoyer la question à la charte des partis politiques. Il faut qu'on soit clair. Le multipartisme intégral, c'est l'idée de la conférence nationale. Vous savez que la Constitution a été la traduction des idées forces de la conférence.
Dans la Constitution, vous ne lirez nulle part multipartisme intégral. Mais vous lirez liberté de s'organiser, et c'est l'article 5 et 6 de la Constitution qui renvoie la Constitution, la formation des partis politiques à la charte des partis politiques, qu'on peut considérer comme la loi organique des partis politiques. Donc soyons clairs. Donc nous sommes passés 89-90 de multipartisme intégral à un pluralisme rationalisé. C'est ça la réforme de 2018-2019. Il y a toujours le pluralisme. Mais ce n'est plus un multipartisme intégral où chacun est libre. Hein. Alors, tout à l'heure, dans votre argumentaire, vous étiez en train de déplorer le fait qu'il y ait des clubs électoraux, qu'il y ait des mouvements politiques qui naissent sur la base d'intérêts opportunistes. Mais on constate qu'aujourd'hui, les démissions qui sont faites sont des démissions opportunistes. On ne pense plus parti politique, on ne pense plus idéologie du parti politique, mais on pense beaucoup plus à son positionnement dans telle ou telle autre localité. Tout à fait. Et donc, c'est en fonction de cela que les migrations se font. Tout à fait, c'est humain. Laissez-moi vous développer, vous comprendrez qu'on est parti d'un multipartisme intégral à un pluralisme limité. Avec la réforme, le pluralisme est limité, il est rationalisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'avons plus 200 partis politiques. On a une quinzaine, au plus une vingtaine. Mais j'ai dit que le multipartisme intégral a fonctionné 25 ans durant. Le multipartisme limité, rationalisé, n'a pas encore fonctionné 25 ans. Les habitants de Toklegbe, un quartier de Cotonou, ont subi les dégâts de l'érosion côtière le vendredi 5 novembre 2021. La plage de Le Bélier a connu la montée des vagues de la mer emportant des habitations. Une équipe de notre rédaction s'est rendue sur les lieux pour faire le constat. Suivez ce reportage que vous proposent Colombe Rousseau et Jefté Mungue. Voilà qui résume la psychose des habitants de Toklegbe, précisément les riverains de la plage de Le Bélier, un quartier de ville de Cotonou. Cette population a subi les effets de l'érosion côtière le vendredi 5 novembre 2021. Sans discontinuité, les vagues de la mer sont montées à des hauteurs supérieures, causant des dégâts matériels et le déplacement des populations. La mer, à ce temps-ci là, la mer ne s'amuse pas dans notre quartier, du tout pas. Surtout apparemment là, ça prend les maisons en maison. Les 5 heures du matin, 6 heures là, c'est comme ça, ça vient dans le quartier, ça dévaste les maisons, Bon, on n'a pas la paix du tout. Des fois, il y a des maisons en paille qui ont déjà bon, la mer les emporte, mais les maisons en dur là, s'ils viennent, ils trouvent leur maison, s'il y a plein de sable, hein, ils sont obligés d'enlever les sables pour encore rester dedans. Contraints à l'abandon de leurs maisons et autres propriétés, les populations appellent l'État au secours pour freiner la mer dans son élan dévastateur.
il y a beaucoup de sinistrés. Beaucoup de sinistrés dans le quartier qui n'ont pas eu d'autres emplacements. Comment ils vont se déloger? Où ils vont aller s'installer? Ils n'en ont pas. Donc, j'invite le gouvernement à venir en aide pour ceux-là, surtout les sinistrés. Pour l'heure, les yeux des riverains sont tournés vers les autorités compétentes pour répondre à leurs cris de détresse. Moukaram Badarou a publié en version de livret ou de poche la Constitution béninoise revisée, le texte intégral de la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin a été présenté en version de livret ou de poche. Le livret a été publié par Moukaram Badarou le 7 novembre 2021 à l'occasion de l'an 2 de la révision de la loi fondamentale. Selon Moukaram Badarou, l'auteur du livret Constitution de la République du Bénin, socle de la démocratie béninoise, est mis à disposition de façon pratique afin que nul n'en ignore. La Constitution du 11 décembre 1990 est la loi suprême de notre pays et à ce titre mérite d'être connue de tous les citoyens. Nul n'étant censé ignorer la loi et nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, ce précieux document est mis à disposition de façon pratique afin que nul n'en ignore, a écrit Moukaram Badarou. Spiritualité dans cette édition. Seule la prière peut nous libérer des griffes du mal, surtout en ces temps de fin d'année où le diable profite pour faire ses bilans, dit-on. Hemel Guérin, missionnaire du Christ, nous exhorte à actualiser nos prières. Suivons-le au micro de Jacques Maouimou d'Almeida. Les écrits, ce qu'on appelle saints, sont plus divins que Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est de ça qu'on se sert pour expliquer Dieu et notre Dieu qui nous permet de comprendre ce qu'il a fait dire par certains de ses envoyés. Aujourd'hui, vous savez, il y a certaines religions aujourd'hui, et cela constitue un grand handicap pour beaucoup de personnes qui estiment qu'il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de prophètes et plus rien. Ça veut dire que Dieu ne parle plus à son peuple. Dieu a fini de parler à son peuple à un temps depuis l'Antiquité et puis c'est terminé. Après ça, plus rien, plus aucun contact. Dieu ne parle plus à son peuple. Pour savoir ce que Dieu nous dit aujourd'hui, il faut qu'on fasse recours au texte biblique. C'est une erreur et dangereux. Pourquoi cela se passe? J'avais évoqué l'œuvre des forces du mal. Ce sont les forces du mal qui font ça, qui nous inspirent de fausses théories, de faux enseignements. Et que nous venons, même vous allez voir des gens en toge blanche, en robe rose, et quand je dis rose, orange, comme des moines tibétains ou indiens, qui nous donnent de très beaux enseignements. Mais à l'intérieur, c'est pourri. C'est pourquoi je conseille simplement de faire attention à tout groupe, parce que un groupe, lorsqu'il se réunit, il rassemble un égrégore, c'est-à-dire un ensemble d'énergie, de vibrations énergétiques qui est issu de l'énergie spirituelle de chaque membre constituant ce groupe-là. Et donc, si la tête est pourrie, vous ne pouvez pas le savoir. Si vous n'avez pas un intérêt, vous ne le saurez pas. Mais les dirigeants le savent ou non, ils vous pompent, ils vous vampirisent, et puis les problèmes commencent pour vous. Et donc, quand les problèmes commencent, on vous dit non, écoutez, vous ne priez pas assez, écoutez, vous ne respectez pas les principes du groupe, ou vous ne payez pas la dîme, vous ne faites pas ci. Soyons éveillés, connectons-nous à l'esprit. Vous n'avez besoin de personne. Rentrez dans votre chambre. Priez Dieu le Père. Je voudrais réitérer ce que le Christ, la prière que le Christ nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux. Commençons par la réciter. Mais de quelle manière? Puisque nous sommes, j'ai évoqué le cycle dans lequel nous sommes, il est en train d'arriver. Ne pensez pas qu'il y aura... il est en train d'arriver sous l'image d'une personne, mais son énergie va déborder de toute la planète où la lumière va éblouir sur l'obscurité, où les pensées vont changer radicalement.
C'est pourquoi j'ai toujours demandé de prier pour nos dirigeants afin qu'ils essayent de se brancher sur ce flux lumineux. S'ils ne le font pas, ils vont disparaître. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est certain. Donc, je voudrais réitérer cet enseignement, cette prière de notre Père qui est aux cieux, quelles que soient les religions. On a dit notre Père qui est aux cieux, ça n'appartient pas aux chrétiens, ça n'appartient à personne. C'est un legs de toute l'humanité. Il faut la réciter, mais en l'actualisant. Si vous le permettez, je vais essayer rapidement, puisqu'il est écrit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Au lieu de lui dire que ton nom est sanctifié. Ton règne est arrivé. Ta volonté est faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, c'est fait. Et vous déroulez. Simplement, tous les jours. Si chaque être sur cette planète peut commencer par dire l'énergie, la force énergétique que cela génère dans toute l'humanité, cela va se réaliser. Donc nous sommes là pour accompagner l'œuvre christique et nous y travaillons beaucoup pour que l'humanité accède à un nouveau paradigme. Restons toujours avec Emel Guérin qui nous dévoile le plan des forces de mal et leurs forces pour nuire aux humains. Mais pour lui, dans les jours à venir, l'humanité ne sera plus la proie de ces démons. Il est toujours au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Vous savez, ils sont avides du sang, ils sont avides d'énergie divine en passant par les humains. Donc ces hommes politiques qui nous dirigent et qui s'accrochent au pouvoir, c'est des proies faciles pour ces forces démoniaques de s'allier à eux, de faire alliance afin de continuer à mettre en place leur plan méphitique et erratique sur la planète. Heureusement que le Christ est là, qui est avec toutes les forces de lumière en train de faire un travail magistral, lumineux, extraordinaire pour libérer notre humanité aujourd'hui de ces forces du mal qui sont en train d'être vaincues. Il ne reste que quelques chaînes de ce maillon pour que l'humanité soit libérée. Donc, rassurez-vous, dans les mois, les mois à venir, vous allez voir beaucoup de choses se passer à travers le monde. Et ça a commencé d'ailleurs. Les tensions aujourd'hui expliquent ce processus profond de transmutation, de transformation de toute l'humanité, et la conscience humaine pourra facilement faire la remontée vers Dieu. Et la première des choses que je peux leur conseiller, indiquer, recommander, c'est l'ouverture du cœur et d'esprit. Éviter tout dogme, tout embrigadement de doctrines, évitons-les. C'est ça d'abord le premier handicap de l'être humain. Ensuite, je leur dirai simplement de suivre le Christ. Qu'est-ce que le Christ dit? Quand il lui a été demandé de savoir comment prier Dieu le Père, il dit « Rentre dans ta chambre. Dieu est dans le secret. Dieu n'est pas dans les églises. » Je ne dis pas qu'il faut pas aller à l'église, mais Dieu n'est pas dans les églises, n'est pas dans les mosquées, n'est pas dans les couvents. Il est dans votre chambre, il est à l'intérieur de votre cœur, il faut le réveiller. Et c'est cela seul qui permet de nouer, de susciter, de réveiller le contact intérieur, le contact interne entre Dieu et l'individu. En ce moment précis, je peux vous garantir que parce que nos religions ont, de par leur histoire belliqueuse, ont échoué à apporter la lumière aux hommes. Et aujourd'hui, Dieu a décidé, pour l'information que je sais, de toucher individuellement chaque être. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait. Alors, il faut ouvrir donc son œil intérieur pour savoir qui est en face de nous et se dire que c'est une relation entre père et fils. Et c'est aussi simple. Comment est-ce qu'un père peut refuser de parler à son fils? Ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'un fils peut ne pas avoir accès à son père? Ça n'a aucun sens. Alors, lorsque quelqu'un dit « j'ai reçu une mission », il faut voir d'abord demander à l'Esprit Saint de nous éclairer. Parce que le Christ l'a promis et il est en train de revenir là, le Christ. Il nous a promis que je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous enseignera toutes choses. Il dit qu'il vous enseignera toutes choses. Il parle de l'esprit de vérité que je vous enverrai. Vous ne serez pas orphelins. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet esprit de vérité aujourd'hui? Je pense qu'on ne l'utilise pas assez. Pas du tout. On préfère nous verser dans les textes, dans les écrits saints, et on laisse Dieu de côté.
Sport pour mettre un thème à cette édition. Les écureuils du Bénin ont entamé cet après-midi au stade général Mathieu Kérékou la préparation de la réception des Baréas du Madagascar dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. 15 des 25 joueurs convoqués ont participé à cette première séance. Testé positif au Covid-19, Sebio Soukou est remplacé par Yannick Aguemon dans le groupe. De même, Cédric Huntondi, blessé en cours de match hier avec Clermont, ne va pas rejoindre la troupe de Michel Dissué. Nabil Yarou est appelé pour pallier son absence. La séance d'entraînement, on a des joueurs qui sont arrivés hier soir, la première vague, avec ceux qui ont joué vendredi et samedi, et ceux qui ont joué hier nous rejoignent ce soir. C'est toujours un coup dur et pour lui parce que ça a l'air d'être une blessure assez sérieuse qui risque de l'immobiliser plusieurs semaines. On espère que les examens seront un peu cléments, mais voilà, pour l'instant c'est inquiétant. Et puis pour nous bien sûr que c'est toujours dommage de perdre un joueur titulaire parce que voilà, Cédric enchaîne les bonnes performances cette année, que ce soit en club ou que ce soit en sélection, donc forcément c'est préjudiciable. Maintenant il faut que là sur les quelques jours qu'on a de travail, il faut que je fasse un petit peu le bilan. On a des séances d'entraînement, donc un junior qui a joué samedi a fait un décrassage, donc c'est vrai que le laps de temps est court, mais il faut aussi c'est les sensations que les joueurs me donnent lors des séances d'entraînement qui sont importantes. Ce soir c'était un petit peu ludique, c'est une première séance d'entraînement, on reprend, on essaie de mettre un peu d'intensité sur des espaces assez réduits, à part le travail foncier au départ, mais sinon c'était le but de la séance, donc voilà, les joueurs ont pris du plaisir à le faire, c'est une bonne chose. Aspac a battu UPI-ONM 3-1 au terme d'un scénario rarissime. Interrompu hier à cause des intempéries à la 55e minute, le match a connu son épilogue cet après-midi. Les Portugais ont confirmé leur avantage de 2-1 en marquant un troisième. Malik Touré, entraîneur d'Aspac, et son homologue de UPI, Yves Cyprien Pérignon, ont fait la lecture du match. Suivez-les. Après une victoire, normalement, c'est juste un sentiment de satisfaction. Je pense que c'est ce sentiment-là qui nous anime. Maintenant, au-delà de tout, tout n'a pas été bon, tout n'a pas été mauvais non plus. Nous retenons de ce match-là ce qui a été positif, notamment sur le repli défensif et sur les sorties de ballon. Maintenant, après, il y a encore du travail à faire, à abattre au niveau de la concentration et au niveau, n'est-ce pas, de la récupération du ballon au milieu de terrain. C'est propre au football et c'est propre au sport en général. Quand vous avez un match en main
et que vous gagnez ce match-là et que vous vous faites rattraper, c'est normal. On cafouille un peu, on se pose des questions, on se demande ce qui va se passer. Mais l'idée, c'était de rester dans le tempo, de garder le match, de rester focus. Je pense que les garçons l'ont fait. Le deuxième but est arrivé. Nous avons essayé de corriger. La pluie qu'on a eue hier, c'est quand même pour un mal pour un bien. On a essayé de corriger au niveau de la concentration, du maintien du rythme. Et vous avez constaté sur les 35 minutes que nous avons joué, nous avons gardé le tempo du début jusqu'à la fin. C'est ça qui nous a donné les multiples occasions. Maintenant, ça soulève aussi un problème d'efficacité devant les buts. Il faut travailler parce qu'au vu des occasions que nous avons obtenues, l'idée c'était quand même en respectant l'adversaire de mettre 2-3 buts. Voilà. Hier on a joué, bon, on ne pouvait rien contre les intempéries. À 2-1 on est revenu. On est revenu pour 35 minutes. Mais on a eu un autre fait de jeu où l'arbitre délibérément donne un carton rouge inexistant. Bon, ça change la donne. Donc c'est rien, on prend ça avec philosophie. Et comme c'est la première journée, on va essayer de continuer à régler ce qu'il y a à régler et on va avancer. Un effectif à près de 95% de nouveau. Première journée, premier véritable match test. J'ai encore foi en cette équipe jeune. Je pense que nous avons à travailler encore, nous allons parler de nous dans ce championnat. Bon, je peux dire que pour la première phase, pêcher surtout le deuxième but. Je reconnais que là, ils ont vraiment pêché. Parce qu'être attentif sur un corner, là voici l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Le deuxième but. Sinon, dans l'ensemble, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais on va corriger ce qu'il y a à corriger. Mais reconnaissons, Aspac n'a pas besoin du coup de pouce de l'arbitre pour gagner ce match. AS Cotonou a été opposé à l'AS Police samedi dernier au stade René Pleven de Cotonou. Au thème de la partie, les Cotonouas s'imposent 5-0. Suivez le compte rendu du match signé Anaël Dou. Avalanche de buts pour la première sortie de l'AS Cotonou dans la rencontre qui l'a opposé à l'AS Police le samedi dernier au stade René Pleven de Cotonou. 5 buts au total pour les poulains de Youssouf Tiamiou contre 0 pour les policiers. Les hostilités ont démarré dès la 4e minute où l'AS Cotonou prend l'avantage grâce à Soumaïla Humpé. La deuxième balle de but va intervenir 2 minutes plus tard, mais cette fois-ci, c'est signé Joseph Adé. Cueilli tôt par les Cotonouas, l'AS Police peine à revenir dans la rencontre. L'AS Cotonou en profite pour asseoir son jeu. Le 3e but viendra à la 29e minute, à nouveau avec Joseph Adé. Soumaïla Humpé va également inscrire le doublé à la 39e minute pour le 4e but des Cotonouas. Aisé et profitant de l'absence de l'adversaire, le 5e but des Cotonouas va achever les policiers à la 44e minute. La première période va prendre fin sur ce score de 5-0. La deuxième partie va être moins riche en buts. Les deux équipes se neutralisent. Le match va prendre fin sur le score de 5-0 en faveur de l'AS Cotonou. Les deux entraîneurs se sont exprimés à la fin du match. Youssouf Tiamiou de l'AS Cotonou et Omer Dossou Bete de l'AS Police sont au micro de Anaël Dou et de Inès Colombe Roussou. Et on a eu assez de temps de préparation. On a fait 11 matchs d'évaluation, ce qui nous a permis de travailler beaucoup plus l'aspect tactique. Et on l'a senti même dans le jeu, il y avait une cohésion parfaite. C'est ça qui a donné ce résultat. Il y a eu 3 mois de travail. On a travaillé sur l'aspect là-dessus. C'est le problème qu'on rencontre souvent au niveau des équipes. S'il n'y a pas la cohésion, même l'équipe est forte physiquement,
techniquement, tactiquement, s'il n'y a pas une cohésion, le résultat n'y est pas. Donc c'est dans ce sens qu'on a plus travaillé. La cohésion entre les compartiments. Et c'est ça qui a donné ce résultat. Je veux dire, c'est juste un conseil. J'ai demandé juste à l'équipe de plus posséder le ballon et de guetter l'adversaire dès qu'elle laisse, s'il y a une fight, de marquer. Bon, on a senti que l'équipe adverse sont mieux préparés en deuxième mi-temps et ils ont resserré les lignes. On sentait qu'ils ne voulaient pas plus encaisser, ils jouaient beaucoup plus haut. Et nous, on était obligés de conserver, on a possédé. Mais quant à eux, au niveau de leur défense, même leur milieu, ils ne prenaient pas de risques. Et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas marqué en deuxième mi-temps. Vraiment, on a passé à côté du match. D'entrée, on a vite encaissé et les poulains sont affolés. Et ils n'ont plus respecté les consignes données. On avait bien préparé. Seulement que comme il y a assez de jeunes joueurs parmi eux qui n'ont pas d'expérience, sinon, premier bien encaissé, deuxième bien encaissé en 5 minutes, ils ont vu que bon, c'était fini quoi. Donc à la pause, quand je les parlé, bon, au moins, ils ont entendu. Je les ai dit que ce n'est pas la fin du monde. Que ça arrive, on commence le match et on encaisse. Ce n'est pas à cause de ça qu'ils vont sortir du match. De revenir. Ils savent jouer, donc je les ai donné de courage, beaucoup de courage. C'est ce qui a payé. Avec les changements faits, ça a au moins amélioré. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezautv.bj. Bonsoir.